Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission décryptage proposée par ANews Expérience Client. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 2 et je ne présente plus, mais je vais quand même si vous présenter parce que tout le monde vous connaît, deux personnalités du monde de l'expérience client. Éric Daédan, président de la FRC, Association française de la relation client. Très bien, bonjour. Bonjour. Et Thierry Chamouton, président de TCH Advisory, qui veut dire... Toujours choisir l'humain. Présent et bonjour. Merci Thierry. Alors, on a fait déjà un premier épisode où l'objectif est donc de déceler un peu le vrai du faux de l'expérience client et des enjeux 2023. Et donc, c'est dans cette continuité que nous allons passer au deuxième épisode. Alors, entre les grandes promesses qui sont faites par les entreprises sur les sujets de l'expérience client et la réalité qu'on peut observer sur le terrain, eh ben, il y a parfois un monde. Alors, à votre avis, comment les entreprises peuvent faire pour prouver en fait la qualité de leur expérience client et comment on peut faire, nous, en tant que consommateurs ou en tant que clients, la différence entre le vrai et le faux? Alors, ce qu'on disait l'autre fois, quand on s'est parlé, c'était de dire il faut évidemment que la direction expérience client soit cette tour de contrôle et analyse en permanence, mais en temps réel, ce que veulent les consommateurs. Donc, c'est avoir cette transparence, être ambassadeur de tout ce que veulent les consommateurs. Donc ça, après, il faut le ramener dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, il faut acculturer. Il faut former l'ensemble des services, l'ensemble des départements. Il faut désiloter, parce que tout le monde est concerné. Si on dit le client est au centre, bah, tout le monde est concerné. La direction de la comptabilité, la direction logistique, les DRH, tout le monde est concerné pour avoir cette posture, cette culture client. Et c'est par de la formation qu'on le fait. Je me souviens qu'à Air France, Florence Deserre avait formé l'ensemble du personnel à cette culture client. C'était des heures de formation. Et c'est comme ça qu'elle faisait rentrer cette image et cette posture. Donc ça, c'est au-delà des promesses, des vœux pieux. On dit, il n'y a que ça qui m'intéresse à l'expérience client. Ben non, prouve-le. Donc forme tes collaborateurs à cette culture client. Et ensuite, mets en permanence, en fait, un espèce de capteur pour savoir ce que veulent les consommateurs pour pouvoir... Et alors, faut aller les chercher là où ils sont. C'est-à-dire qu'on a parlé l'autre fois de la multiplication des canaux, oui. Mais en fait, il ne faut pas être derrière les canaux qu'utilisent les téléconseillers, enfin les clients et les téléconseillers. Il faut être là où est le client. On est parti récemment aux États-Unis et la présidente de Forever 21, qui est une marque assez connue d'habits pour les jeunes, nous disait maintenant je suis allé sur les sites de jeux, les plateformes de jeux, Roblox, parce que ma clientèle est là. Je vais là où est ma clientèle et j'essaye de détecter en fait ce qu'elle veut pour pouvoir ramener cette culture, ce que veulent, les valeurs en fait de mes consommateurs dans l'entreprise. Donc c'est une posture, c'est une culture client qu'il faut insuffler dans l'ensemble de l'entreprise. D'accord. Donc ça rejoint ce que disait Thierry sur la partie collaborateur. Oui, je crois qu'il y a deux choses qui ont vraiment changé aujourd'hui rapidement, avec à la fois l'effet de la Covid, la nouvelle organisation, télétravail, etc. dans les entreprises. Il faut changer de posture managériale et prendre deux nouvelles postures. La première posture qui me paraît extrêmement importante, c'est passer d'une logique de silo à une logique de réseau. La logique de silo, personne ne se parle, etc., les directions ne se parlent pas, à une logique de réseau où l'information circule extrêmement rapidement et de façon assez transparente. Et la deuxième chose qui est importante, c'est bien de dire qu'on est go digital, qu'on va vers le digital, mais c'est autre chose de dire qu'on a une posture bidigitale, être digital. C'est pas la même chose de dire qu'on va vers quelque chose et qu'on est la chose vers laquelle on veut aller. Et moi, comme disait tout à l'heure Éric, pour que ça diffuse, pour que le client soit au cœur des préoccupations, je maintiens qu'il est extrêmement important que le président et son COMEX aillent sur les centres de relations clients, faire des écoutes clients, pour comprendre pourquoi les clients sont contents ou pas contents, satisfaits ou pas satisfaits des produits, etc. Et puis la deuxième chose, y compris avec le COMEX juridique, etc., de façon à ce que tout le monde entende le client. Et ensuite, ça participe de la valorisation du métier de conseiller client qui, quand même, tous les jours, a les gens qui font les feuilles de paie de l'ensemble des gens de l'entreprise. Ouais. Si on veut soigner ses clients, il faut d'abord soigner ses collaborateurs. Je le pense. Ce sont les conditions de travail, ce sont les conditions de rémunération. De valorisation, de formation, d'intégration, d'évolution professionnelle. Tout est lié. Tout est lié. Absolument. Et en fait, on s'aperçoit que pour fidéliser ses clients, il faut aussi fidéliser ses collaborateurs. On parlait d'attractivité, d'absentéisme.
Si on n'est pas capable de les fidéliser, et puis d'ailleurs on perd une expertise de l'entreprise assez rapidement, eh bien on ne pourra pas fidéliser ses clients. Je pense que tu as raison à ce point, c'est que la symétrie des attentions, elle s'est déplacée avec une phrase simple aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus proposer à ses clients ce qu'on est incapable d'offrir et proposer à ses conseillers clients. C'est fini. Ouais. Ce temps-là est fini. Et pour rebondir sur la question de Céline, en fait on s'aperçoit que si on ne fait pas ça, ça se voit. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous les canaux dont tu parlais, la transparence est là et n'importe qui peut faire un tweet et dire sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai, l'entreprise elle soigne mal ses salariés ou elle soigne mal ses clients. Et donc on peut plus tricher. Alors justement, oui, ça se voit, parce ça se voit sur les canaux, mais ça se voit aussi parce qu'on interroge les clients. Et une question que j'avais, c'est que pour mesurer cette satisfaction, on multiplie, on voit bien les barométries à chaud, à froid. Et comment on peut faire aujourd'hui pour aller interroger des clients et sans capter cette voix du client, sans les sursolliciter? On a justement l'outil de la direction expérience client, elle a les avis clients, les avis de consommateurs, elle a aussi justement cette voix du client qu'on enregistre, donc on a tous les éléments devant nous. On peut analyser ça, c'est pas la peine de refaire des enquêtes derrière, même si aujourd'hui il y a des outils qui sont très souples et qui sont très simples, qui permettent rapidement de dire en 2-3 clics, est-ce que vous avez été content? Et on le voit bien dans les hôtels, dans les restaurants, systématiquement on vous envoie un push en vous disant est-ce que vous étiez content ou pas. Mais on a à disposition tout ce matériel. Et encore une fois, c'est la direction expérience client qui l'a. Donc autant exploiter ces avis clients qui sont fondamentaux. Donc avec les analyses de verbatim, les outils d'analyse de verbatim. Et Dieu sait si là l'intelligence artificielle peut être intéressante. Absolument. On connaît des logiciels, on ne va pas les citer ici, mais il y en a plein d'éditeurs qui permettent d'aller très vite pour justement capter ces conversations. Et qui sont basés sur des algorithmes très clairs, qui sont des algorithmes à la fois de fréquence et d'intensité. Donc, ils sont capables de déceler l'émotion, les humeurs, et donc ce sont tous ces outils qu'on met à disposition des collaborateurs pour leur permettre justement, même en temps réel, de tout de suite réagir, de voir celui-là, il ne va pas être content, ce client-là, donc il va falloir désamorcer son inquiétude. Alors justement, on parle d'intelligence artificielle, on en a parlé un tout petit peu dans le premier épisode. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que l'intelligence artificielle, et je pense par exemple à ChatGPT, évidemment, le fameux ChatGPT, est-ce que pour vous c'est une opportunité ou plutôt un risque sur les sujets d'expérience client? Alors, à l'EFRC, on s'est intéressé assez tôt à l'intelligence artificielle, puisqu'en 2017, nous étions reçus par M. Villani, je m'en souviens très bien, qui était le fameux mathématicien, et qui nous disait, il m'a reçu, il m'a dit, bon, alors les caissières, les téléconseillers, les conducteurs de camions, ça va être difficile pour vous dans l'avenir. Et en fait, il n'avait pas complètement tort, sauf que nous, on va réagir, on ne va pas se laisser faire, mais ChatGPT, que ce soit 3, 4 et 5 qui va bientôt arriver, ça fait 10 ans qu'ils le produisent, ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus, les techniciens et des centaines de techniciens et de codeurs chez Microsoft, Facebook, OpenAI et tout ce qu'on veut. Google. Et en fait, les puissances de calcul sont là aujourd'hui, et la masse de données, les téraoctets de données sont là aujourd'hui. Et on sait très bien aussi que ce sont des modèles qui ont été entraînés et qui ont été corrigés par énormément de gens qui étaient au Bangladesh, qui étaient en Inde, qui étaient en Afrique, etc. Et maintenant, c'est nous, les consommateurs, qui corrigeons le modèle. Donc, de toute façon, le coup est parti. On ne pourra plus du tout, aujourd'hui, ne pas en tenir compte. Donc oui, il y a un vrai risque. Moi, je pense qu'il y a un vrai risque pour des questions relativement simples. On disait l'IA, ça va venir gentiment, les chatbots, on les voit arriver. Non, ChatGPT est très puissant et peut aujourd'hui traiter un certain nombre d'interactions et de questions relativement simples. Eh ben, c'est parfait pour nous, ça va être justement l'occasion de prouver la valeur de l'expérience client et la valeur de nos téléconseillers qui vont monter en compétences. Je pense que ça va augmenter les capacités de téléconseillers. Il travaillera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sauf qu'il ne sera pas au travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. ChatGPT sera son petit compagnon qui l'aidera justement à traiter des conversations. Donc ça deviendra un superviseur de bot, un superviseur d'IA qui verra les conversations démarrer, puis ensuite il pourra prendre la main au moment où il le souhaite pour amener son expertise et redonner peut-être à l'outil. Donc on en revient aussi à l'évolution des compétences. Alors moi j'ai une vision un peu complémentaire de celle d'Éric. D'abord, la première chose que manifeste l'arrivée de ChatGPT dans notre métier, c'est que la guerre des données n'a fait que commencer. La guerre des données n'a fait que commencer. Aujourd'hui, des entreprises achètent les données des clients, des contacts, etc. Donc il va falloir aussi que parallèlement à ça, on essaie de moraliser le client en lui disant qu'il a une responsabilité sur ses propres données personnelles. Il ne peut pas dire d'un côté on exploite mes données et de l'autre côté ne pas dire qu'il ne le savait pas. Donc il va falloir
avoir une espèce de charte du client citoyen dans lequel on le responsabilise sur les données qu'il donne à une marque parce qu'elles vont être exploitées. La deuxième chose qui, moi, me gêne, mais ça ne va pas surprendre, hein, mon cher Eric, c'est le fait que ChatGPT, j'ai regardé des textes, j'ai moi-même essayé ça, c'est un truc, putain, il n'a pas une émotion. Il ne sait pas ce que c'est qu'une émotion. Et moi, je ne veux pas travailler avec des machines qui n'ont pas d'émotion. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais tant mieux. Thierry. Donc, il n'a pas d'émotion. Il va la laisser au téléconseiller, l'émotion. Peut-être, mais moi, je ne suis pas séduit par un texte de ChatGPT. J'en ai vu plein sur la relation client, sur le manager. Il n'y a pas d'émotion. Et moi, les gens qui n'ont pas d'émotion sont pour moi des gens qui sont morts. Mais on ne peut pas ne pas en tenir compte. Et aujourd'hui, il sera réalisé des campagnes de pub. C'est ma dualité entre valeur ajoutée et chaleur ajoutée. Là où tu as raison, c'est qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte. D'abord, c'est une réalité, il est là, c'est un assemblage de données. Donc, il n'a pas d'émotion. Et deuxièmement, ce qui est plus gênant quand même, c'est que tu n'as aucune source. Donc, la manipulation du cerveau, elle est prodigieuse. À tout le monde, on peut dire la même chose sur la base d'une même question. Ça s'appelle quand même la dictature de la pensée, l'autoritarisme de la morale. Voilà. Donc moi, je suis, oui, comme un outil, mais que comme un outil complémentaire, additionnel, qui vient assister, apporter de la valeur ajoutée au métier de conseiller clientèle, mais en aucun cas pouvoir renforcer la valeur ajoutée que le conseiller clientèle apporte. Là, qui sera du coup le rôle de ce que dit Eric, du téléconseiller ou de la personne qui sera à côté. Oui, c'est un outil. Ce que dit Thierry, c'est qu'il va falloir aussi avoir un certain nombre de règles. Donc là, c'est aux États. Bon, alors, il y a eu du RGPD en Europe. Il y a l'IA Act qui arrive pour une IA responsable aussi en Europe et pas aux États-Unis, sauf en Californie. Donc je pense qu'il va falloir avoir des règles d'éthique, tu as raison, pour l'utilisation de ChatGPT. Des règles d'éthique européennes, comme tu disais, pour les données personnelles, pour des raisons assez simples. Qui sait quels sont les gens qui sont derrière ça? Et c'est des idéologues. Et souvent américains. Souvent américains. C'est des idéologues américains qui partent du principe que la conquête du monde se fera par la conquête de nos propres données personnelles. Bien sûr. Donc, il faut réguler et normaliser ça. Et il faut faire très attention à l'utilisation de cet outil, très puissant, très, très efficace dans plusieurs domaines, mais qui va nous permettre de faire en sorte que nous n'aurons qu'une seule humanité, noyée dans un seul discours, ressemblant à un seul moule, à un seul profil. Je suis désolé, l'humanité, c'est sa diversité qui fait sa richesse, c'est pas son unicité. Il y a une docteure en IA qu'on connaît bien, qui est Amélie Cordier, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a fait l'exercice de demander à ChatGPT de lui faire en fait un discours d'investiture pour un président français. Il lui a tout écrit, extraordinaire, un programme qui était merveilleux. Et à la fin, la dernière phrase, c'était « God bless you ». Donc on voyait bien que c'était des modèles entraînés par les Américains. Voilà. Dans un pays laïque comme la France, on ne peut pas se permettre. Voilà. Alors, en quelques secondes, messieurs, est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure ce deuxième épisode? Bah oui, le mot de la fin, c'est qu'il n'y a rien de plus important que l'expérience client. Sandrine Saroche en avait fait une chanson pour la FRC. Pour nous, on considère que c'est une discipline qui est devenue plus importante que les 4 P du marketing, produit, prix, placement et promotion. Donc c'est au-dessus ou à côté dans la stratégie de l'entreprise. C'est vraiment l'expérience client qui doit devenir la discipline fondamentale reconnue par les CEO dont on parlait tout à l'heure. Merci. Moi, je voulais reprendre ce qu'on a dit avec Eric, c'est vraiment intéressant comme débat, et je pense qu'il faudrait que tu reprennes des émissions avec des patrons de relations clients qui sont confrontés à ChatGPT. Je suis fasciné par l'évolution des techniques et je suis profondément inquiet par la façon dont aujourd'hui elles rentrent dans nos vies personnelles sans qu'à aucun moment on y puisse y prendre garde. Dans ces cas-là, il faut se tourner vers le passé et vers la pensée de nos écrivains. Au XVIe siècle, Rabelais nous disait déjà « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Aujourd'hui, à cette table ronde, à côté d'Éric, à côté de toi et à côté de moi, il dirait la chose suivante « Science, intelligence artificielle, ChatGPT sans éthique ne sera que ruine de l'humain ». Ne sera que ruine de l'humain. Donc il est temps maintenant de moraliser, de normaliser, de réguler des règles qui nous permettront d'avoir un avenir joyeux différent et pas forcément identique et moulé dans un moule, tous pareils. Moi je ne vivrai pas dans ce monde-là, il ne m'intéresse pas. Au service de l'expérience client. Au service de l'expérience des clients. Des clients. Eh bien, merci beaucoup. Merci Eric et merci Thierry d'avoir participé à ces 2 émissions.
Merci à vous d'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de décryptage proposée par Anews Expérience Client.